Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de Godzilla, ou devrais-je dire Gojira, le film japonais le premier du nom sur le monstre Godzilla, sorti en 1954, un film de Ishiro Honda avec alors là un casting 100% japonais, Takashi Shimura, Momoko Koshi, Akira Takarada et Akihiko Hirata. Ouf! C'est un film qui a coûté $1 million et l'a rapporté 2,5 millions au Japon à l'époque. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le film reçut des critiques mixtes. On lui reprochait d'exploiter le drame, bien sûr, des bombes nucléaires. On lui reprochait d'être un bazar grossier sur lequel on a envie de cracher. Mais peu à peu, le film reçut le respect qu'il mérite et aujourd'hui, c'est un grand classique. C'est un film qui dure 1h38 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est le Japon, tout tranquille, avec ses volcans en éruption, ses typhons, ses tremblements de terre, une journée normale j'ai envie de dire, mais ce n'est pas sans compter l'arrivée d'un monstre gigantesque, un dinosaure qui est sorti de son sommeil, qui vient un peu casser tout le Japon là, parce que ça va pas. Alors si Godzilla existe, c'est je pense bien grâce à King Kong, parce que le long métrage américain a lancé la mode des monstres géant, une icône du divertissement cinématographique de série B, bien que King Kong se trouve, à mon sens, bien au-delà de tout ça. C'est parce que King Kong a été un vif succès à l'international que les Japonais ont voulu créer leur propre monstre. Un monstre créé par l'homme. L'homme a créé la bombe nucléaire et maintenant la nature a pris sa revanche sur l'humanité. Donc c'est, je trouve, le constat de ce film-là. Et il semblerait que la nouvelle version de 2014, qui va arriver dans quelques semaines, va être dans cette voie-ci. Donc j'ai hâte, et c'est pour ça aussi que je fais cette critique. Ce film fait référence à l'histoire. Le commandant des forces navales japonaises, Isoroku Yamamoto, disait suite à l'attaque de Pearl Harbor, nous avons réveillé un géant endormi. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Il se pourrait même que cette phrase ait inspiré directement les scénaristes. Un dialogue d'ailleurs dans le train dans le film souligne encore ce drame historique. Un mec se moque de sa copine en disant qu'elle va être la première victime de Godzilla et elle répond « Ah bah pas moi, hein, j'ai déjà survécu à la bombe à Nagasaki hein. ». Ça a eu vraiment de l'impact cette séquence à ce que j'ai lu. Elle a été coupée par exemple pour la sortie américaine de ce film japonais. Il y a eu des coupures, j'en parlerai un petit peu après. Mais mis à part ça, ouais, il y a le symbole des bombes, mais est-ce que ça fait un bon film? Alors je vais pas m'apesantir sur le côté historique, les bombes et tout ça, toutes les références, parce que quand on enlève ça, il y a plus grand chose, hein. Qu'y a-t-il de si exceptionnel dans un film de monstre qui détruit tout? Le monstre arrive à un tiers du film, surtout que l'histoire ne semble pas aller plus loin que ce postulat-là. Il y a quelques discours qui traînent un peu en longueur, mais rien de réellement mauvais, rien de réellement bon non plus. Il y a un espèce de triangle amoureux qui pouvait être intéressant, mais c'est très étrange la façon dont ils font le triangle amoureux. On n'est pas habitué à ça en fait, c'est pour ça que c'est un peu étrange. Il y a des discussions entre les scientifiques et les politiques aux objectifs différents. D'un côté, on a les professeurs, l'un d'entre eux souhaite étudier le spécimen rare que représente Gojira, et l'autre détenant le secret pour le détruire grâce à une arme bien plus puissante que la bombe atomique. Et de l'autre, on a les politiciens qui souhaitent dissimuler la cause des événements, et par là, le peuple désirant s'informer et informer le monde entier de la menace, et un gigantesque débat fait rage, remettant en cause l'humanité qui précédera un déploiement de force de taille pour lutter contre la terreur et l'anéantir. Les personnages, il n'y a pas beaucoup de personnages, s'il y en a quand même, mais au début j'avais vraiment l'impression que ça allait être un film choral. Alors là, un film choral, qu'est-ce que c'est? C'est un peu des films comme Shortcuts, ou peut-être plus récemment Collision, avec Sandra Bullock, là, c'est des destins qui sont montés en alternance, donc on suit plusieurs personnages, c'est un groupe de personnages espacés dans une ville par exemple, ou même dans des pays. Il y a des films de Inarritu qui montrent très bien ce qu'est un film choral, par exemple Babel ou encore Amour Chienne. Alors ça, ce sont de magnifiques exemples de films choral. Je vous invite à aller regarder, surtout Babel, c'était vraiment très bien Babel. Ce sont des destins qu'on nous allons pas forcément voir se croiser. Eh bien, je pensais que c'était un peu comme ça, mais finalement, tout se croise parce que la fille, c'est en fait, je crois, la fille
du scientifique, si j'ai bien compris. Et à un moment, ils se rencontrent tous. Enfin bon, voilà, j'étais un peu déçu. Et en plus, bien sûr, il joue d'une façon dont on n'est pas habitué. Il joue d'une façon très exagérée, avec une femme apeurée, jetant sa tête en arrière. C'est complètement ridicule, avec les mains cachant les yeux. Et cela juste pour quelques poissons désintégrés. Je vous dis pas pourquoi, mais voilà, il y a des poissons qui se font désintégrer et elle... Personnellement, honnêtement, le meilleur personnage du film, humain, c'est le scientifique plus âgé qui veut essayer de découvrir un peu cette créature. Et je le trouve bien celui-là. En plus, il a une bonne tête. Voilà. Mais bien sûr, je mets aussi la créature dans les personnages parce que c'est quand même, c'est déjà quelqu'un, une vraie personne qui a joué le rôle. Mais c'est aussi vraiment un personnage à part. Alors, ce monstre, ce Gojira, est une chimère. C'est-à-dire une inspiration de dinosaure. Alors, inspiration de ce que j'ai lu, du stégosaure pour les épines dorsales, si on peut appeler ça des épines, l'iguanodon, et aussi le tyrannosaure, bien entendu. Depuis sa sortie en 1954, il a été une métaphore importante des armes nucléaires. Le producteur, d'ailleurs, du film... Tomoyuki Tanaka l'assume, c'était le but du film. On présente un Godzilla invincible. S'il avait été un simple dinosaure, il aurait été tué très facilement par quelques balles. Mais ici, il est l'égal d'une bombe. Il ne peut pas être détruit. Il a les caractéristiques d'une bombe, la radioactivité et tout ça, et c'est appliqué au monstre. Mais la symbolique de Godzilla a changé. Il est devenu le symbole du Japon. Il défend les Japonais dans les suites contre d'autres monstres complètement terrifiants. Le réalisateur a filmé le carnage de Godzilla comme une manifestation physique de la bombe. Il y a une atmosphère de fin du monde dans ce film, il y a beaucoup de maquettes, et ce qui est très intéressant, c'est même si c'est cheap, le réalisateur il avait la conscience de montrer que c'est pas juste comme ça des maquettes avec un mec qui arrive et qui casse tout en costume. Il y a de très nombreuses fois des rapports d'échelle, avec au premier plan les gens qui fuient et Godzilla en fond. Ça donne des compositions qui sont déjà très bien faites, et en même temps on resitue les personnages en termes de taille par rapport aux monstres. Il y a aussi des décors de mort que Godzilla laisse derrière lui, des amas de ruines sans vie. Et on prend son temps de filmer des blessés qui s'en sortent vivants ou pas, ça dépend des corps que l'on voit à l'écran, avec un travelling assez lent, bien sûr toujours réminiscence visuelle de la bombe nucléaire. La créature en elle-même était un costume ultra lourd, presque impossible à porter. Les Japonais étaient surpris, impressionné par le stop motion de King Kong, donc 1933, mais la méthode était justement très coûteuse et très longue, et bien qu'ils l'aient utilisé, le plus évident pour eux c'était en fait un cascadeur dans un costume. Mais à ce que j'ai lu, et ça je refuse d'y croire, au poids du costume, mais à mon avis c'est pas les vraies valeurs parce que c'est pas possible. Le costume pesait 91 kilos. Alors voilà, déjà rien que ça, c'est juste complètement abusé. Le cascadeur avait des grosses fatigues. Il pouvait mourir de déshydratation pour éviter de suffoquer. Il ne devait pas la porter plus de 3 minutes. C'est complètement abusé. Ah oui, et à un moment, ils ont... Alors ça, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais... À un moment, ils ont fait un truc, mais plus abusé que ça, tu meurs. Le mec, il devait être payé correctement. Ils l'ont foutu dans une piscine, bon, pour faire les plans dans l'eau. Et les mecs lui foutaient des décharges dans la piscine. Ils foutaient des décharges sur le mec dans la piscine. C'est complètement abusé. Ah oui, il y a aussi un autre truc complètement what the fuck. Il y avait un présentateur dans une tour de contrôle qui voyait le monstre arriver et tout ça, et il panique trop dans le film. Mais en fait, le mec, il s'était mis plein d'huile d'olive sur la figure pour donner l'impression de transpirer la peur. Ah, c'est japonais. C'est vraiment n'importe quoi. Alors le film devait être tourné en couleur, mais ils ont préféré opter pour du noir et blanc qui leur permettait de cacher des câbles et d'autres trucs dans l'ombre pendant l'attaque de la ville pour renforcer la terreur de l'attaque nocturne de Godzilla. Ils ont aussi très bien travaillé les contrastes pour le coup. Le cri de Godzilla fut inventé par Akira Ifukube en frottant un gant en cuir couvert de résine sur une corde de contrebasse et en jouant sur la réverbération. Je ne sais pas du tout comment le mec il a trouvé cette idée, mais en attendant, ça marche. Les effets spéciaux sont peut-être cheap et naïfs, ne faisant encore renforcer chez le spectateur actuel une certaine nostalgie de ce qui fut avant le cinéma traditionnel, plus traditionnel que les Américains avec leur stop motion, mais c'est quand même un petit peu mal fait. Regardez ce plan-là, enfin je veux dire, et encore là vous avez juste le screenshot,
mais quand vous voyez le truc s'animer, mais c'est, voilà, ça, c'est vraiment le film purement ancré dans son temps, comme je dis souvent, mais là, j'ai du mal, franchement, j'avais un peu de mal, autant, il y a quelques plans dans la ville qui sont pas mal, mais alors là, l'apparition du Godzilla, c'est pas possible, même sur un grand écran de cinéma, hein, là, j'ai du mal à rentrer, voilà, et avoir peur au final, parce que quand tu vois les Japonais, tu dis par rapport à ça, ouais, bon, plus maintenant, ça c'est sûr, c'est pour ça que le film a daté, et il a vieilli, et pas forcément bien. C'est un classique, mais je ne le considère pas comme faisant encore son office aujourd'hui. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il y a un recul et une prise de distance par rapport à ces films qui ont bien vieilli et dont justement les éléments fantastiques et créés par effets spéciaux n'ont plus du tout d'effet aujourd'hui, où on est tellement dans le réalisme et on pousse toujours plus loin la création et l'immersion. Là, c'est sûr que il n'a plus aucun effet. Ce film n'a plus aucun effet. Voilà. Et, enfin, en tout cas pour moi. Je devrais pas être aussi radical, mais pour moi, c'est sûr, il marche plus du tout. C'est en fait juste un classique à voir, mais finalement rien de plus. Et quand on parle, alors là aussi, c'est un truc que j'ai pas compris. L'approche semi-documentaire. Faudrait me dire pourquoi, peut-être, en fait. Si vous avez la réponse, ça m'intéresserait de la voir, parce que une approche semi-documentaire. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Si c'est pour filmer des débats, oui, bah ça c'est super semi-documentaire, hein. Non mais franchement, j'ai pas compris ça, hein. On montre le quotidien des personnes. Ouais, ils sont dans un train. Non mais je tiens quand même à mentionner ça, je l'ai lu dans des critiques, hein. Moi je fais la razzia de toutes les critiques sur le web, et là ce terme semi-documentaire, c'est documentaire mais pas trop. Enfin ça c'est des faux débats, c'est des fausses questions que je me pose, mais je voulais quand même vous indiquer ça, c'est bien marrant. Mais à ce que j'ai vu, il y a eu une version US, une version américaine. Donc qu'on s'entende bien, ce n'est pas un retournage, c'est la version japonaise, mais remontée pour les USA. Mais j'ai pas tout suivi, ça avait l'air assez compliqué, mais qui augmentait peut-être cette impression de film choral à ce que j'ai perçu, hein. Par rapport à la version japonaise, je ne sais plus, c'est assez fouillis, mais sachez quand même qu'il y a eu des coupes, bien entendu, et il y a eu un remontage pour l'exploitation du film japonais en Amérique. Godzilla est plus sombre et pessimiste qu'il ne le laisse paraître. Pour prévenir le monde de l'impact de ces deux bombes envoyées sur Hiroshima et Nagasaki, c'est le symbole de l'holocauste nucléaire, comme je l'ai dit. Un pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Donc vraiment, c'est le thème principal, je dirais même unique, de Godzilla. Ce film est aussi intéressant par rapport à comment on place le film par rapport au genre. Mais aussi, comme je dis, il faut pas se leurrer, c'est que c'est très simple et très... c'est un peu dommage de dire ça pour un film classique, mais c'est un peu nanar. Je veux dire, nanar. Enfin, encore une fois, ce sont les premiers films qui posent des bases et qui vont être après over-abusés par des gens qui n'ont aucun scrupule et qui font des Sharktopoulos et des Tornado Shark ou je sais trop quelle connerie là. Est-ce qu'on peut vraiment le considérer le premier comme un nanar? Non, mais il y a des bases. Par contre, après... Alors là, toutes les suites de films, là, je sais plus combien il en a eu, mais il en a eu au moins une trentaine. Le monstre est devenu l'idole des jeunes. Et c'est devenu véritablement du nanar. Par répétition des codes. C'est pour ça que je parle d'une base. J'ai eu un peu de mal à voir ce film, mais j'avais envie de le voir, parce que je l'avais jamais vu. C'est un film connu et réputé, mais c'est quand même un petit peu vieux. Il faut... Non, mais je suis sûr qu'il y en a... Mais comment peux-tu dire ça? C'est impossible. Non, mais c'est vrai. Parce que ce film joue énormément sur la technique. Godzilla est un symbole de la culture japonaise. Ça, c'est incontestable. Le plus reconnaissable à travers le monde, ça, c'est sûr. Mais mis à part ça, je me suis fait un peu chier, quoi. Hein, j'étais un peu déçu. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, j'ai été surpris, mais en même temps, je voyais le temps passer. Je me suis dit, putain, il pourrait pas aller plus vite. Oh, le réflexe, le mauvais réflexe des spectateurs contemporains. Pourrait pas y aller plus vite? Non, mais je lui mettrais un 13 sur 20. J'ai pas envie de voir les suivants en fait. Des déclinaisons à n'en plus finir qui tendent vers un film pour enfants à la Power Ranger avec les suites, c'est des matchs de catch quoi. C'est King of Monsters quoi. C'est comme le jeu vidéo King of Monsters. Sur ce, j'ai terminé ma critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire votre avis sur ce film-là. Ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de justement avoir la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la critique du Godzilla de Roland Emmerich. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!